Today we've been asked, who is Gwenaëlle Murphy? Gwenaëlle Murphy was a senior lecturer at the University of New Caledonia. He is now a professor of social history at the University of La Réunion. He received a PhD in history in 2003 from the School of Advanced Studies in Social Sciences in Paris. He is also a historian and a research affiliate in Troca Research Unit. His current research focuses on colonial and post-colonial history, gender violence, judicial archives, and microhistories, particularly in Oceania. He has published several articles such as Peut-on se comprendre les non-européens aux tribunaux coloniaux, an article in Journal de la Société des Océanistes. He also wrote a chapter entitled Premier contact judiciaire, la mise en place de la justice coloniale en Nouvelle-Calédonie in this book. Today, Mr. Murphy will talk about the first trial in which a Kanak was implicated during the colonial period. It is entitled Mary Jane Hennessy et Waina, un mariage controversé. Bien, bonjour à la Nouvelle-Calédonie d'abord, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui sont présents, et puis merci Noémie d'avoir retenu cette proposition, et bravo pour avoir mené jusqu'au bout ce projet de colloque. Je me rappelle bien des débuts de mon idée sur ce colloque, et félicitations pour avoir mené ça jusqu'au bout. Alors, je voulais en fait partager avec vous une trouvaille archivistique qui me paraissait intéressante, un petit peu originale dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Calédonie sur lesquelles je travaille. Et puis ça fera une petite contribution, modeste, parce que c'est une procédure judiciaire qui fait 4 pages dans les archives judiciaires. Donc, vous voyez, c'est assez modeste. Je vais vous la présenter, la contextualiser, puis essayer d'en tirer un peu quelque intérêt, voir quel intérêt on peut tirer de cette procédure. Donc, c'est une procédure qui, comme vous le voyez sur la première diapo, bien concerne une famille d'origine irlandaise, la famille Hennessy. C'est une demande en nullité de mariage, en fait, qui est déposée par un certain John Hennessy, qui est présenté comme charpentier à Chépéné et à Lifou, mais qui réside à Canala au moment où il demande cette annulation de mariage, le 19 octobre 1864. C'est une source qui se trouve aux archives de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez la référence ici, dans les archives du tribunal civil de Nouméa, qui sera traité par ce tribunal de Nouméa. Et John Hennessy demande l'annulation du mariage entre sa fille mineure, Mary Jane, et l'ancien petit chef de Chépéné, qui s'appelle Wenia. Alors, pour commencer, d'abord, voir quelle est la présence des Irlandais dans les tribunaux coloniaux de la Nouvelle-Calédonie, pour cadrer de manière un peu plus générale. Bon, l'importance de la présence britannique en Nouvelle-Calédonie, elle est bien connue. James Cook, premier Européen entré en contact avec les Kanaks, des centaliers anglais-américains, dont certains laissent de précieux témoignages, James Paddon, qui marque les premières années de l'installation coloniale, John Higginson, figure majeure des débuts d'exploitation agricole et minière de l'archipel, et qui entraîne de nombreux marins, marchands de leur sillage, qui s'installent en particulier à Port-de-France, qui devient ensuite Nouméa. Un témoignage, par exemple, celui du transporté Ernest Saint-Paul, qui a écrit ses mémoires un petit peu plus tard et qui a passé une dizaine d'années en Nouvelle-Calédonie. Il rapporte dans son journal, lorsqu'il sillonne les rues de Nouméa dans les années 1870, je le cite, c'est ses mémoires, pas son journal, « Sur 8000 habitants, le tiers se compose de libérés, l'autre tiers est anglais, et le dernier tiers de Français libres. Aussi, lorsqu'un nouveau débarqué arrive à Nouméa, est-il tout étonné quand il entre dans un café ou dans un magasin, surtout aux environs du quai de débarquement, de ne pas entendre parler français. Souvent même, il ne peut se faire comprendre. Le haut commerce est anglais, les hauts fourneaux appartiennent aux Anglais, l'exploitation des mines appartient aux Anglais, beaucoup de mineurs viennent d'Australie, de telle sorte que la jeunesse parle facilement les 2 langues, de même que la moitié de la population. » Mais ça augurait plutôt bien pour la recherche, mais parfois, la recherche est un peu plus ardue que ce qu'on pense, selon l'entrée choisie. Et donc, parmi les milliers de procédures judiciaires coloniales de la Nouvelle-Calédonie que j'ai pu lire, à peu près 15 000, vous voyez, pour une autre recherche, parmi les dizaines de milliers de noms d'accusés, de victimes, de témoins que j'ai pu recenser dans ces documents, mais j'ai pu identifier une 60aine de Britanniques, entre guillemets, repérés dans les archives, et seulement 5 Irlandais de manière plus sûre. Ces 5 Irlandais, alors on a Miss Connolly, d'origine irlandaise, qui comparaît devant la justice correctionnelle de Nouméa en 1857. Elle est présentée comme un agent de la maison Paddon, établi sur l'île Nou, et accusé d'avoir porté des coups violents à son supérieur hiérarchique, petite amende de 50 francs. À l'échelon inférieur de la justice française, le tribunal civil répond à des demandes d'actes de notoriété, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'un acte d'état civil, mais qui ont émigré en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent pas accéder à l'original. Donc ils demandent une copie à la justice de paix. On en a 2. Mary-Kathleen Fitzpatrick, en 1861, qui demande un acte de naissance, et puis John Burke, qui est né à Coogan,
qui, en 1875, demande à être naturalisé français. Une seule procédure criminelle qui implique un Irlandais, c'est Thomas Gibbons, en 1875, qui est accusé d'avoir tenté d'incendier une partie des mines de Balade où il est employé. Et il sera acquitté grâce au témoignage de plusieurs Kanaks qui se trouvaient avec lui et qui lui fournissent un alibi. Et puis, vous le voyez, je l'ai souligné en gras, au tribunal civil de première instance de Nouméa, ou aussi appelé la justice de paix, il y a une 5e affaire qui implique des Irlandais et qui a attiré mon attention dès sa première lecture. J'ai découvert cette affaire aux archives en 2018. Sur 4 pages d'archives très abîmées, qui sont devenues incommunicables depuis, vraiment, elles s'émiettent au sens propre du terme, eh bien, cette instance met à son ordre du jour de sa séance du 19 octobre 1864 la demande en nullité de mariage déposée par John Hennessy, charpentier donc à Chépéné, comme je vous le disais sur la diapo précédente, en faveur de sa fille Mary Jane, âgée de 17 ans selon la procédure, contre son mari Wenya, ancien chef de la tribu où réside le demandeur. Alors, ça m'a interpellé parce que entre 1859 et 1870, c'est un tribunal qui va traiter presque 500 affaires, 474, souvent liées aux situations familiales. Parmi ces affaires, 43 concernent des Kanaks, et la première affaire qui implique un Kanak, c'est justement la demande en annulation de mariage dont je vais vous parler. C'est une archive assez passionnante qui montre une famille irlandaise prise au cœur des enjeux de la conquête coloniale française des îles Loyauté, entre catholiques et protestants, entre Kanaks, britanniques et français, dans un conflit de normes juridiques qui mêle la coutume, un code missionnaire et le code Napoléon. Alors, la source en elle-même, la source étudiée, c'est une plainte traitée par la justice de paix de Nouméa, car relative à l'état civil. C'est une instance qui a été installée en 1857 et la justice de paix, c'est un peu ce qui règle les petits litiges, les petits conflits. Si on prend le bulletin officiel, on voit sa mission, c'est faire respecter le bon ordre, la sécurité, la protection des étrangers dans le cadre de procédures de simple police. Donc ça veut dire les condamnations, c'est pas la correctionnelle ou la criminelle, là c'est vraiment des petits litiges, des petits conflits. Les condamnations ne peuvent pas excéder 15 jours de prison ou 3000 francs d'amende. C'est la première instance juridique française installée en Nouvelle-Calédonie et vraiment calquée à 100% sur les justices de paix qui sont en métropole. Il y a quand même des spécificités, notamment le juge de paix. Il peut statuer seul quand il y a des différends entre Français ou entre Français et étrangers, mais il lui est recommandé, surtout lorsque ces Français sont en conflit avec des Kanaks, de s'adjoindre, je cite, un juge indigène, aspect qui est estimé de toute justice. Alors ça se fait en Polynésie, ça se fait au Vietnam, ça ne s'est jamais fait en Nouvelle-Calédonie. En fait, aucun autochtone n'apparaît jamais parmi les juges, et les chirurgiens, les officiers de marine, les militaires composent la totalité des instances des tribunaux au cours de la décennie 1860, avant que la justice soit professionnalisée. Et par exemple, eh bien pour la plainte de John Hennessy, elle est instruite par 3 militaires, Proust, président du tribunal, Billis et Chapoteau, qui servent de juges. Alors, vous le voyez ici, la procédure totalise 168 lignes. Elle est divisée en 4 parties inégales qui vont suivre en tout point, en fait, les normes judiciaires françaises. Le premier paragraphe, donc je vous ai mis des captures d'écran, puis j'ai pointé en rouge quelques noms, quelques faits qui me paraissaient importants. Donc le premier paragraphe, il présente brièvement les acteurs de la plainte, qui met aux prises, je l'ai dit, Hennessy avec l'ancien chef Wenya, tous deux résidents à Chépéné. Hennessy est défendu par un avocat commis d'office des Arnaud. Alors on le voit, je reviens sur la diapo précédente, à droite ici, il y a une décision du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie d'attribuer l'assistance judiciaire gratuite à John Hennessy. D'ailleurs, on voit qu'il a quitté l'IFU et il s'est réfugié, entre guillemets, à Canala. On va comprendre pourquoi. On vit aussi, dans le deuxième paragraphe, qu'il est complètement dénué de ressources. Je reviens à l'archive. Donc, Wenya et Mary Jane sont absents, sans représentant, au moment où le litige va être réglé par le tribunal de paix. Le second paragraphe, que vous avez à gauche ici, le plus long, rappelle la chronologie de l'affaire, vous ne l'avez pas en entier. On apprend que le 23 janvier 1863, Mary Jane, mineure âgée de 17 ans selon l'archive, mais on va voir un peu plus tard qu'elle est encore plus jeune que ça, contracte un mariage sous le rite protestant à l'IFU, avec celui qui est encore le chef de la tribu de Chépéné. Et ce, je cite, c'est dans l'archive, malgré les protestations réitérées du père de la contractante. John Hennessy affirme avoir, dans sa déposition, avoir été victime, je cite encore, de violences et menaces graves qui n'ont cessé qu'en septembre 1863, c'est-à-dire quand il est parti de l'IFU. Donc pour y mettre fin, il a dû se réfugier à Napoléonville, comme on disait à ce moment-là. Le paragraphe de la procédure expose également l'argumentaire de l'avocat en faveur de l'annulation. Desarnaud rappelle à plusieurs reprises que le consentement paternel a été extorqué sous la contrainte, ce qui invalide de l'acte, je cite, dans quelques rites qu'un mariage puisse être consacré. Le troisième paragraphe rend compte des conclusions des juges, livre le nom du pasteur qui a célébré l'union,
On le voit, c'est pointé en rouge aussi, Samuel MacFarlane, bien connu dans l'histoire des loyautés. Et la lecture de ce passage est assez difficile, l'archive est en mauvais état, mais on comprend quand même qu'en dépit des origines des divers acteurs de ce mariage et de leur confession protestante, eh bien, il n'en demeure pas moins, selon les juges, soumis à la loi française, ce qui permet de considérer cette union comme, je cite encore, un contrat purement civil sur le sol français. Et puis bon, le quatrième paragraphe, c'est les dépenses et la conclusion du tribunal, la décision, du tribunal. Alors, qui sont les acteurs de cette procédure? 4 individus cités dans la procédure. Le charpentier, le chef et le pasteur. Ici, c'est le titre de cette partie. Donc, on a John et Mary Jane, Hennessy, le chef Wenya, le pasteur MacFarlane. La famille Hennessy, elle est connue, elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1858 et ses membres figurent dans le relevé des Irlandais émigrés dans l'archipel, réalisé par le Cercle celtique de Nouméa. Je vous en ai mis un extrait ici, mais il n'y a pas toutes les informations sur la diapo. On sait que le plaignant John Hennessy, donc le père, est né en Irlande en 1811, où il a épousé Elizabeth Sloane. Les lieux de naissance de 2 de leurs enfants démontrent qu'ils ont quitté leur île, probablement au moment de la Grande Famine, puisque Mary Jane est née à Valparaiso, au Chili, le 27 juillet 1847, et que son frère William est né à Sydney 10 ans plus tard, en 1857. Une longue errance, donc, qui prend fin avec l'installation dans la colonie française, où les membres de la famille vont passer le reste de leur vie. Donc, au moment de son mariage, en fait, selon le relevé du Cercle celtique de Nouméa, c'est pas 17 ans qu'elle a Mary Jane, c'est 15 ans. Alors, le nom de Wenya, pour parler du chef de chez Péné, du petit chef de chez Péné, le nom de Wenya, il est resté dans la mémoire des habitants de Lifou, mais pas le nôtre, son frère aîné, qui est homonyme, donc le beau-frère de Mary Jane. Ce Wenya-là, il est lié à la mission protestante qui a été menée par le catéchiste polynésien Fao, surnommé l'apôtre de Lifou. En octobre 1842, Fao est autorisé par le grand chef Boula du Lossi, au sud de l'île, à s'installer à Chépéné, dont le petit chef est donc le frère du marié. Mais dans la hiérarchie des chefferies de Lifou, il semble que Wenya soit plutôt inféodé à Ukeneso, dont il est le beau-frère, et qui occupe la fonction de grand chef du Wedge, au nord de l'île. Donc la présence de catéchistes protégés par Boula, elle va exacerber les rivalités, les conflits entre les chefferies de Jéhou, et la mort du vieux Boula, puis l'accession au pouvoir assez laborieuse de son fils à la fin des années 1840, accélère l'action protestante. Fondation de temples et d'écoles dans le Lossi. En 1857, Wenya, donc le frère du marié, considéré comme un chef influent, annonce sa conversion, et dans la foulée, bien, des pasteurs de la LMS arrivent à Lifou, le pasteur Pattesson en 1857, Baker et MacFarlane 1859, MacFarlane qui s'installe à Chépéné, dans la chefferie de Wenya. Ce chef Wenya, il meurt en 1862, il est remplacé par son frère, donc le nôtre, qui épouse Mary Jane dans les mois qui suivent. Et selon la correspondance du pasteur MacFarlane, publiée par Raymond Lénart, eh bien, je cite, donc le chef Wenya, celui qui nous intéresse, il n'a pas une personnalité aussi attachante que celle de son aîné, mais il est honnête et il a du savoir-vivre. Il jouit en outre d'une certaine considération que lui confère son mariage avec une blanche, fille d'un centenier irlandais, et sa maison de style européen est propre et coquette. Donc la mention du pasteur révèle plusieurs informations. D'abord, ce mariage peut aussi être un calcul politique pour agrémenter la réputation de Wenya. Et puis, selon MacFarlane, il s'agit d'un chef européanisé dans son mode de vie. La différence d'âge, c'est une vingtaine d'années à peu près entre les mariés. Et puis, il semblerait qu'avant d'être charpentier, autre information, John Hennessy ait pratiqué le commerce du santal. Donc, Mary Jane et Wenya sont mariés le 23 janvier 1863 par le pasteur MacFarlane, Samuel MacFarlane. Nous avons photographie un peu plus tard ici, qui est né en 1837 en Écosse, ordonné pasteur en 1858, et les loyautés, c'est sa première affectation, donc il débarque à Lifou, où il va passer une dizaine d'années. Il inscrit son combat pour l'évangélisation des insulaires dans le contexte des luttes d'influence entre la France et le Royaume-Uni pour la domination des loyautés. Il a une activité qui est décrite comme brutale, pointilleuse. Il ouvre une école pastorale dénommée Britannia, fait flotter le drapeau anglais, fait nommer des policemen autochtones pour la stricte application du code Boula, dont je vais vous reparler. Alors le contexte, je vais passer assez vite, mais l'affaire du mariage entre Wenya et Mary Jane se déroule dans ce contexte précis, qui est l'annexion des loyautés par la France. Le gouverneur Guillain utilise en fait les conflits liés aux confessions religieuses qui déchirent Lifou et qui déchirent les loyautés dans les années 1860 pour entamer en 1864 une véritable prise de possession qui se déroule d'un point de vue militaire essentiellement en mai-juin 1864. Le jour du débarquement de la première troupe militaire française restreinte en mai 1864, c'est le pasteur MacFarlane qui repère le navire français à l'horizon et le chef Wenya qui accorde des ignames au lieutenant Bourget en respectant l'usage des salutations canaques. Bon, je passe sur l'annexion de Lifou en mai-juin 1864 qui est connue, qui est documentée et dont l'une des conséquences,
est la destitution par l'autorité militaire française des chefs protestants. Donc ça nous explique que dès la fin du mois de juin 1864, le chef militaire de l'expédition, un nommé Testard, a destitué le chef Wenya. Donc c'est au moment où Lifou est sous la coupe des militaires français que le charpentier Hennessy, réfugié à Canala, demande que le mariage de sa fille avec l'un des chefs protestants destitués par la nouvelle autorité coloniale soit annulé. Évidemment, les deux faits ne peuvent pas être déconnectés, puisque quand il fait cette demande, eh bien sa fille est mariée avec Wenya depuis 20 mois, mais la destitution de son gendre ne date que de quelques semaines. Alors, on en arrive à la décision judiciaire ou comment dénouer un conflit de normes en situation coloniale, pour reprendre le vocabulaire des juristes. Au-delà de ce contexte, donc, il y a un vrai conflit de normes qui apparaît. À quelle loi, à quel dogme étaient censés obéir Wenya et Mary Jane quand ils se sont épousés? Le code Boula ou le code Napoléon, la coutume kanak ou la loi française. Le conflit de normes que soulève ce mariage oppose, selon la procédure judiciaire, le code Napoléon à la coutume kanak. Mais la coutume kanak semble incluse ou diluée dans le code dit Boula qui s'appliquerait aux tribus protestantes de Lifou à partir du début des années 1860, peu après l'arrivée du pasteur Macfarlane. En prenant modèle sur la Polynésie, eh bien, les missionnaires tentent d'influer sur les premiers codes de loi, on sait, promulgués par la puissance coloniale en Nouvelle-Calédonie, voire d'en instaurer eux-mêmes aux îles Loyauté en s'inspirant, pour ça que je l'ai mentionné ici, de ce qui se fait à Tahiti avec le code Pomaré en vigueur depuis 1819, et ça s'est fait dans beaucoup d'autres îles, polynésiennes, dont je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais inspirés par ce modèle qui s'est durablement implanté, les missionnaires des Loyautés esquissent des codes similaires à Maré et à Lifou. Alors on n'a pas les textes de ces codes, ils n'ont pas été conservés, ou en tout cas les historiens n'ont pas vraiment accédé. Il y a quelques copies qui traînent dans les correspondances des résidents. On n'est pas sûr que ce soit vraiment fiable, mais selon le juriste Antoine Leca, je le cite, nulle part en Polynésie on est allé aussi loin qu'à Lifou, où l'impitoyable code Boula était garanti par des policemen qui ne reculaient pas devant les pires sanctions, bastonnades, pendaison à un cocotier, la tête en direction du sol pendant de longs moments, bannissement sur un îlot au large, sont rapportés par la tradition orale, donc d'après Antoine Leca. Alors côté français, depuis l'arrêté du gouverneur Guillain publié le 17 octobre 1862 sur l'organisation judiciaire de la Nouvelle-Calédonie, le code Napoléon, donc 3 mois avant le mariage, le code Napoléon s'applique tel quel dans tout l'archipel. Alors évidemment, quand le mariage est célébré par le pasteur Macfarlane à Chépéné 3 mois plus tard, c'est très peu probable qu'en l'absence de tout représentant de l'administration française à Lifou, ce code Napoléon soit connu. Ou alors comment les juges du tribunal de première instance de Nouméa vont pouvoir statuer sur le litige qui leur est soumis par John Hennessy. Et donc on revient à la source pour comprendre le dénouement de la procédure. Donc après le rappel des faits et de leur chronologie, il est précisé qu'aucun des 3 protagonistes n'est présent. Le seul porteur d'une parole ce jour-là, donc le 19 octobre 1864, pour dénouer cette procédure, cette demande d'annulation, c'est l'avocat commis d'office du père des Arnaud. Pour le juge Proust, il ne fait aucun doute que ce mariage, je cite, de la mineure Hennessy, fille légitime du demandeur, par devant un ministre protestant avant toute célébration civile, a été contracté contrairement à toutes les règles du code Napoléon. Le nommé Wenya, français depuis l'occupation, est justiciable des tribunaux français. C'est ce que je vous ai mis ici en numéro 1. En quelques mots, le code civil français et la prédominance de la loi du colonisateur est affirmée et l'illégitimité de la présence protestante est soulignée. Un peu plus loin, le juge rappelle que ce mariage a été extorqué au père, je cite encore, par menaces et violences graves, et l'avocat expose les faits dans le même sens que le juge, puis cède la parole au procureur impérial. Alors, au substitut, pardon. Pour sa part, le substitut explique que, je cite à nouveau, selon les usages admis jusqu'à ce jour, les Kanaks ont pu contracter le mariage soit entre eux, soit avec des sujets des puissances étrangères, sans remplir les formalités prescrites par la loi française, dont les obligations sous ce rapport ne leur ont pas encore été imposées. Donc là, c'est un rappel important. Si le code Napoléon s'applique à Lifou, comment peut-on se marier en l'absence de tout juge ou officier d'état civil sur l'île? Le substitut va contourner cet obstacle pratique en soulignant le fait, je cite, que, sachant cela, le pasteur n'aurait dû tout simplement pas accorder le mariage, et que d'autre part, et il le rappelle encore, je passe à la diapo suivante, pardon, et que d'autre part, il le rappelle encore, le sieur Wenya est français, justiciable des tribunaux français, et donc que la loi de la puissance coloniale doit primer. Ensuite, on rappelle bien le non-consentement paternel qui est présenté comme subversif et immoral, en fait, le fait de d'avoir extorqué ce mariage. Et puis le substitut également rappelle aussi que la cérémonie uniquement religieuse n'a aucune validité. D'ailleurs, il s'aventure aussi sur le terrain géopolitique en expliquant, par l'acte de prise de possession par l'empereur des Français de la Nouvelle-Calédonie et dépendance dont les loyautés font partie, ces îles sont devenues françaises, que par ce seul fait, le sieur Wenya indigène de Lifou est devenu français. Cette fois, donc, on voit ici que
Les loyautés qui sont encore disputées entre la France et le Royaume-Uni, eh bien, sont revendiquées à travers une petite procédure judiciaire comme ça au tribunal de paix de Nouméa. Donc, en janvier 1863, pas de résident, pas de militaire, pas d'agent de l'administration française à Lifou. Dès lors, comment se marier selon la loi française? C'était concrètement impossible. Mais les juges insistent, ce sont les derniers paragraphes. Désormais, les mariages coutumiers ou religieux ne suffisent plus. Il conviendra pour les Kanaks de se faire inscrire à l'état civil. Ils veulent même, vous voyez, faire jurisprudence en profitant de cette affaire. Et ils ordonnent, tout en bas de la diapo ici, je cite, la réintégration au domicile paternel de la mineure Mary Jane Hennessy. Et au cas de refus d'opposition du sieur Wenya, ce dernier se voir contraindre par tous les moyens que de droit. C'est une intrusion de la justice coloniale dans la vie privée d'un Kanak des loyautés qui constitue un cas assez rare dans les archives judiciaires lié au contexte politique, à l'origine de l'épouse considérée comme britannique, ainsi qu'à son âge, puisqu'elle est mineure. Pour conclure, alors ce conflit de normes dénoué dans l'enceinte du tribunal de première instance de Nouméa a-t-il connu un écho sur le terrain? Finalement, est-ce que Mary Jane est rentrée chez ses parents? Alors, aucune archive n'a été retrouvée qui aille dans ce sens, et j'ai à ma disposition que des documents d'état civil et une autre procédure judiciaire concernant Mary Jane un peu plus tardive. Alors, ce que l'on sait, c'est que les Hennessy sont restés en Nouvelle-Calédonie. La mère, Elizabeth Sloane, s'éteint en 1883 à Nouméa. Son mari John vient s'installer à Nouméa où il meurt en 1894 à l'âge de 83 ans. Leur fils William épouse en 1878 Eugénie de la Ville-Leroux et il exerce le métier de stockman. Et il s'éteint à 73 ans en 1930 à Nouméa aussi. Et puis Mary Jane, on ne sait pas à quel moment elle a quitté Wenya, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a épousé 2 autres hommes. C'est ce que j'ai retrouvé dans l'état civil. Johannes Schwarze, un caboteur allemand, dont vous avez l'acte de mariage, le petit extrait à gauche ici, en 1873, qui meurt dans un naufrage au large des îles Salomon. Puis Théophile Quéret en 1885, un agent de police, époque à laquelle elle est domiciliée à la vallée du Tir. Alors pendant plusieurs années, elle va subir des violences conjugales de la part de Théophile Quéret, elle va porter plainte et obtenir une séparation de biens et de corps, puis un divorce en 1889. On voit dans la plainte en justice correctionnelle qu'il s'introduit par effraction dans sa chambre, il lui inflige des séries de coups violents, il l'injurie dans la rue, il la blesse grièvement au visage, lui casse un bras, il fait plusieurs mois de prison. Et le divorce est finalement prononcé en 1889. Et là, on apprend qu'elle a 2 enfants, Katie et Henry, qui sont confiés à sa garde. Et Mary Jane, elle meurt, c'est en bas à droite ici, le 2 février 1900, à l'âge de 53 ans. Alors, dans l'ensemble des archives judiciaires, et je termine, cette procédure de 4 pages, abîmée, parfois illisible, reste assez singulière. Elle rentre dans la catégorie des affaires qui forment une première pour des juges métropolitains, on l'a compris, non professionnels, peu expérimentés et qui doivent improviser. En lisant ces quelques lignes, l'archive donne à voir un aspect du basculement d'un territoire et de ses habitants dans la situation coloniale. Mais il manque des points de vue essentiels pour arriver à une histoire à parts égales de ce mariage annulé, ceux des mariés. Wenya et Mary Jane ne comparaissent pas. Leurs dépositions ne sont pas recueillies. Ils ne sont pas représentés lorsque l'affaire est traitée en octobre 1864. Finalement, les mariés restent silencieux pour l'historien. De fait, une information majeure nous manque. Cette jeune fille irlandaise, mineure, née au Chili, mariée à un chef kanak, protestant, par un missionnaire écossais sur une terre revendiquée par la France, était-elle consentante? Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Gwenaël, pour Nadine? C'est pour qui, Emma, la question? Pour Gwenaël. Ok. Donc, faut parler fort. Oui, j'avais une question sur la manière dont la dynamique de genre a influencé la situation de Mary Jane Hennessy ainsi que les procédures judiciaires qui ont suivi. Good luck. En fait, ce qui ressort surtout, c'est le fait qu'elle soit mineure. C'est ça qui fait que à aucun moment on va lui demander son plus fort. Voilà. Ce qui ressort surtout des archives, c'est le fait qu'elle soit mineure. Et donc, à aucun moment, comme elle a 15 ans, c'est marqué 17 dans les archives, mais en fait, en réalité, c'est 15. Comme elle a 15 ans ou 16 ans, à aucun moment on va la retrouver dans la procédure. Donc, il n'y a pas de, c'est vraiment, en fait, c'est un peu la limite de ce genre de document, c'est-à-dire que c'est très sec, les archives judiciaires. C'est vraiment le procès verbal des minutes judiciaires. Et donc, ça écrase un peu tous les affects, ça écrase un petit peu toutes les expressions de genre, justement, qui pourraient nous permettre d'avoir
ces informations-là. Donc vraiment, ce qui ressort, c'est qu'elle est mineure et qu'en fait, elle n'a pas le droit à la parole et que c'est son père qui parle à sa place, quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Je voudrais remercier d'abord Noémie de nous avoir fait rentrer dans la vie de Mary Allender et de Jane Mary Hennessy, puisque nous sommes les descendants d'Irlandais en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes un groupe informel depuis 2021. Et ces deux personnages, bien sûr, ça nous intéresse beaucoup. Alors, je voudrais m'adresser à vous parce que dans la salle, nous avons bien sûr des descendants de Mary Jane, mais qui ne veulent pas prendre la parole. Et vous avez loupé, si je peux le dire, quelque chose parce qu'elle a épousé aussi un monsieur Daran. Daran. Donc là aussi, il y a eu encore des enfants. Et par ce fils qui est né de ce mariage Daran, il nous a adressé la vie de Mary Jane. Et nous, par rapport à l'oralité, je dis bien de la famille, vous êtes dans les archives, et c'est bien de mettre l'oralité que nous avons en contradiction avec. Apparemment, son papa l'avait donnée, offerte au grand chef quand il est arrivé, en contrepartie de bien s'installer sur l'île. Effectivement, elle avait 14 ans lors de ce mariage. Et donc, d'où la surprise aujourd'hui de découvrir avec les archives que c'est lui qui finalement s'oppose à ce mariage après. Donc ça, voilà, il y aura sûrement des choses à chercher, peut-être de vous et de nous, que ça vienne des deux côtés. Bon, moi, vous allez me dire pourquoi on s'est fait qu'en 2021 un groupe formel, alors que les Irlandais font partie depuis les premières arrivées européennes en Nouvelle-Calédonie. Finalement, je pense qu'il y a la véritable raison, c'est que nos aïeux avaient comme priorité de faire corps avec le pays. Je pense que les Irlandais se sont largement métissés avec les populations mélanésiennes et qu'ils ont conclu également des alliances interreligieuses au cours des différentes au cours des différentes générations. On a vu beaucoup d'Irlandais se marier catholiques et protestants en Nouvelle-Calédonie, ce qu'à mon avis, on n'aurait pas fait en Irlande à l'époque, à la même époque. Donc, ce qui prévaut au final dans ces alliances, c'était de faire souche, de s'implanter dans le pays et de construire. Et finalement, le souci de se démarquer culturellement ne nous a pas été vraiment transmis. D'où l'intérêt de votre colloque aussi pour nous. La seule chose, le seul véritable héritage, si j'ose dire, aujourd'hui des Calédoniens descendants d'Irlandais, c'est notre pudding qu'on retrouve sur toutes les tables calédoniennes des îles Loyauté à la Grande Terre. Voilà. Hein? Bon, ben je remercie Madame de son intervention parce qu'évidemment les archives sont très limitées en termes d'information et on sait tous que pour écrire l'histoire en Nouvelle-Calédonie comme dans le reste de l'Océanie, on peut pas du tout se contenter des archives, bien entendu. Donc je voulais juste dire deux petites choses, puis poser une question à Madame au passage. Deux petites choses, c'est il y aurait sans doute un beau livre à faire avec les biographies croisées de nos deux Mary là. Hein, c'est à mon avis il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite, effectivement, où est la vérité là-dedans, c'est impossible à savoir. C'est-à-dire que la demande d'annulation de mariage, elle a lieu presque un an et demi. Enfin, elle a lieu un an et demi après le mariage en lui-même. Donc, il peut très bien avoir effectivement offert, comme vous dites, au grand chef quand il est arrivé sa fille. Enfin, ça, c'est pas évident, mais bon, et puis avoir changé d'avis pour diverses raisons. Peut-être la manière dont elle a été traitée, peut-être qu'il avait des regrets, je sais pas. Hein. Peut-être les relations qui sont détériorées. Enfin voilà. Et puis j'avais une question. Par contre, est-ce que vous savez à peu près de quand date ce dernier mariage ou ce mariage dont vous avez parlé, le quatrième homme de sa vie finalement?
Merci. Ah oui. On me dit que, en fait, elle ne s'est jamais mariée avec Dahan parce qu'il était bagnard. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas marqué. Mais elle a eu un fils descendant, etc. Mais par exemple, j'ai envie de vous dire que Marie-Jeanne Hennessy est considérée quand même à Marais comme une héroïne. Il y a un groupe musical qui a fait une chanson extraordinaire sur elle. C'est vraiment l'héroïne de l'île. Elle leur a beaucoup apporté, elle a été vénérée. Elle leur a appris l'histoire du drapeau blanc quand ils étaient en guerre tribale, etc. Vraiment, c'est une grande figure pour les Maréens. Et il faut savoir aussi que dans la descendance, ça je rajoute, nous avons la famille Nestline, qui est le grand chef de Marais, qui descend carrément des Hennessy aussi, de Marie-Jane. Voilà. Bien. Merci, madame. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est une figure extraordinaire. Voilà. J'ai rien dit, moi. Bonjour. Moi, ça serait pour demander si avant il y avait genre des droits coutumiers pour les gens dans les tribus ou par rapport au mariage, tout ça, et genre au juge de la paix qui est intervenu dans les maisons kanak. J'ai pas bien entendu, Noémie. Tu peux me redire? Ça serait pour savoir s'il y avait des genres de droits coutumiers avant par rapport aux juges qui intervenaient dans les tribus kanak. Ça, c'est la grande question. Le droit coutumier n'apparaît pas à cette époque-là, effectivement, dans les archives. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas appliqué, mais c'est une grande question des historiens comme des anthropologues, c'est-à-dire quelle place du droit coutumier à partir du moment où la justice française s'installe en Nouvelle-Calédonie. On suppose, on a quelques petits indices quand même dans certains procès, mais assez rares, hein, que la plupart des affaires en tribu, en clan étaient réglées de manière coutumière. Il y a quelques indices, mais vraiment très faibles, mais on peut pas vraiment affirmer que c'était comme ça partout, quoi. Alors évidemment, là, on est au début de la période coloniale, donc surtout aux loyautés où l'administration française s'est pas encore vraiment installée, donc le droit coutumier prévaut sans aucun doute, quoi, à ce moment-là. Merci.